Ah, ça dit où on le retrouvait aujourd'hui? Je sais pas. Bon ben, il a jamais été en retard, hein, ça ira bien comme ça. Je vais aller par là. Dans cet épisode-ci, vous l'aurez compris, il est question de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le monde de l'horreur, par le biais d'un jeu qui se trouve être, bien entendu, Resident Evil 8, Resident Evil Village, qui est la suite, vous l'aurez compris, d'un jeu qui était, c'est certain, le reboot. Mais le reboot de quoi? Le reboot de l'horreur, le reboot de l'improbable. Un jeu qui se trouve être Resident Evil 7, un jeu dont vous savez certainement ceci, c'est qu'il est question de l'horreur subjective japonaise, le renouveau de l'horreur, A New Nightmare, comme le disait Freddy. C'est de ça dont il sera question cette épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Je vais passer à gauche. C'est donc ta droite. Le décor est posé, un seul mot suffit. Il évoque toute une époque, la vôtre, la mienne, peut-être même la suivante. Riche tapisserie, faufilée des succès d'un passé jusqu'ici toujours présent dans votre futur, une série de suites ou bien est-ce une suite de séries? Je vous laisse trancher, attention, ne perdez pas le fil. Toujours est-il que la compagnie occupe une position unique dans ce patchwork vidéoludique qui nous intéresse tant. Elle possède son style, ses défauts, mais aussi ses forces. Tentons de les préciser. D'une certaine manière de façonner le gameplay, ça semble évident, mais maintenant, une folle envie de cinéma qui va dans le sens inverse, c'est très vrai, quoique paradoxal. Autrefois, elle possédait même son style local, différent de celui de ses concurrents. C'était avant l'époque du charme, les pionniers du style, titre cousu main, chacun portant la patte de l'artisan. Ses petits délires à lui, vendus par plaisir. Souvenez-vous, jadis, l'industrie était artisanale, ce n'est pas sale. Maintenant, nous vivons l'époque du prêt-à-jouer, inventé sous les conseils avisés d'une multitude médiocre pour plaire au plus grand nombre, celui qui vit dans l'ombre. Mais toujours en filigrane, vu que nous utilisons ici, semble-t-il, une métaphore textile, nous retrouvons une sainte certitude, celle de pouvoir tâter du doigt chez eux un produit issu de l'expertise de professionnels absolus. Créer du ludique, oui, c'est un métier. Capcom le sait, pour peu que vous aimiez le bel ouvrage, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. J'ai durant mon long sommeil tenté de changer de style, il était temps, les longues arguties, vides de sens, au style incertain, c'est fini, enfin, j'espère. Nous tapons maintenant à l'économie, chaque mot pourrait être le dernier. Pensez au climat politique actuel, l'existence de la taxe récupérée, il serait donc insensé de gâcher une syllabe dans l'absurde. Nulle longue énumération d'une série surnuméraire ne sera ici utile, vous l'aurez compris, il est question de style, l'art et la manière. Or, sans en avoir l'air, la série Resident Evil des styles, elle en a eu 3. Au lieu d'un long historique déjà réalisé ailleurs et somme toute réussi, cet épisode-ci se contentera de vous rappeler que 2 hommes sont responsables de l'éclosion du concept Resident Evil. D'un côté, vous avez la légende vivante Tokuro Fujiwara, l'un des meilleurs game designers de sa génération et donc de tous les temps, ça va de soi. Il n'est pas impossible que vous le connaissiez pour ses efforts de production sur les premiers Megaman ou pour avoir inventé les Ghouls and Ghosts. Notons au passage que Resurrection, le nouvel épisode de cette série mettant en scène un petit chevalier nommé Arthur et son slip charmant, est une masterclass de level design rigoureux. On ne peut rêver mieux comme retour sur le devant de la scène pour le fameux créateur de Difficulté Obscène, un titre, ça tombe sous le sens, que j'ai d'ailleurs le plaisir de vous recommander chaudement, il sera bientôt disponible un peu partout. De l'autre côté, vous trouverez son disciple, Shinji Mikami, formé par un sensei rigoureux. L'étudiant entré chez Capcom aux alentours de 1990 fait vite ses preuves pour l'éditeur en tirant d'excellentes ventes de 2 jeux dotés de licences Disney, dont d'ailleurs Aladdin sur Super Famicom. Un titre supérieur en tout point à la version proposée là-bas sur les formats Sega. Après cette brève escale dans le monde des jeux de propagande au service du maléfique empire Mickey, Mikami finit sans trop savoir pourquoi sous l'aile d'un Fujiwara bien décidé à recycler un de ses classiques. L'idée, visionnaire, se nomme Sweet Home et l'idée de ramener à la vie l'objet vidéoludique non identifié sorti sur Famicom pour une nouvelle génération de hardware est salutaire. Son concept majeur, c'est l'horreur. Cette notion autrefois introduite par le biais de vignettes pixelisées dont l'incongruité sur ce format nintendien bon enfant conférait un impact choquant devra maintenant arriver au même effet sur la première console de Sony.
comment faire peur par le biais d'un jouet bien plus sophistiqué? Telle est la question. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été posée. Il faudra inventer une formule ou au pire voler les bases à une série française pour broder par-dessus le hit que celle-ci n'a jamais vraiment pu devenir malgré ses efforts de plus en plus désespérés. Évitons de nous fendre d'une longue exploration de ce cocktail d'influences qui font osciller les premiers Resident Evil entre Hammer et Romero. Pour bien les comprendre, il faut plutôt se concentrer ailleurs, en particulier sur l'angle de vue. Il est fixe, mis en scène, comme l'était celui d'Alone in the Dark, précalculé d'accord, mais en bien plus cossu, ce qui évite d'exposer au passage les faiblesses d'un hardware incapable de réaliser en 3D le type de détail nécessaire à effrayer. Tout y est. Décor statique, ambiance gothique, mais surtout vision cinématographique. Le futur du jeu vidéo serait-il inspiré de celui du cinéma? On verra, pas d'en main, en attendant enfin de pouvoir agir. Cette mise en scène révolutionnaire n'est pas un simple ressort capcomien emprunté un peu partout. Cette méthode fut pour beaucoup dans le succès des titres Square sortis sur ce format. Final Fantasy VII en tête, dire si la formule fit florès. Bien des compagnies se sont essayées à la figure imposée du décor précalculé pour installer diverses ambiances dans leurs projets de l'époque, mais nul n'est vraiment arrivé à tutoyer l'efficacité des efforts vidéoludiques de Capcom dans ce domaine. L'astuce des équipes menées par Mikami ne réside pas dans la simple disposition d'objectifs fictifs ou dans le fait d'insérer des cinématiques mal jouées à certains moments clés de ce qu'on appelle encore, faute d'un meilleur mot, un scénario, mais bien dans la compréhension psychologique de l'avantage proche de la prestidigitation que la possibilité d'attirer l'attention de l'utilisateur offre au game designer, montrer du doigt un détail, rendre contemplatif puis soudain surprendre. Telle est la force de la première formule Resident Evil, donner l'illusion d'une sécurité toute relative par un rythme lénifiant, puis injecter l'urgence afin de faire perdre pied aux joueurs paniqués. Un tempo particulier s'installe, celui d'un combat pour la survie où la manette n'est pas votre ami. Se mouvoir devient incertain, parfois même difficile. Ce n'est pas un hasard, il n'est même pas bio, mais bien une conséquence évidente, quoique moratoire, d'un mode de représentation rendu obligatoire par la faiblesse relative des machines de l'époque. Ceci dit, comme souvent, les temps changent. Inspiré par le succès de la série de Capcom, leur grand rival, Konami, charge une équipe décelée réputée comme difficile à insérer dans d'autres projets sur le chemin d'une invention en forme de rejet presque total des politiques internes de la compagnie. Pas besoin de faire durer le suspense, les images parlent d'elles-mêmes. Bienvenue à Silent Hill. Arrivés au même constat que leurs équivalents d'en face, les employés récalcitrants de Konami ont bien été obligés de constater que la première PlayStation n'a pas la puissance nécessaire à réaliser un univers aux détails susceptibles d'évoquer l'horreur. Surtout pas le type de malaise existentiel qu'ils visent avec ce projet bien nommé. Ils ont cependant trouvé une idée de génie, baigner l'entièreté de leur univers dans le type de brouillard épais qui sauva maintes fois la vie des développeurs de la N64. Ainsi perdu dans la brume, leur héros, Harry Mason, se bat non seulement contre les horreurs difformes qui l'entourent, mais aussi contre l'imaginaire de l'utilisateur. Poussé dans ses derniers retranchements par le sound design magistral du génial Akira Yamaoka, il ne peut qu'imaginer les cauchemars incertains camouflés dans le brouillard. Le succès, sans surprise, est énorme. C'est à ce stade que les deux éprouvantes séries d'épouvantes entament les premiers pas d'une danse de la mort qui ne se terminera qu'après la disparition du fameux effort réalisé par Konami. Mais même cette passe d'armes profite à Capcom. Sans s'en rendre compte, la Team Silent vient d'inventer les codes visuels du prochain Resident Evil. À l'aube d'une nouvelle génération, Capcom se pose une seule question: comment transplanter en 3 dimensions leur formule autrefois révolutionnaire? Primo, il faudra manier quelque peu le gameplay. On ne navigue pas un décor polygonal de la même manière qu'une série de cartes postales. Deuxièmement, la caméra devra bouger, comme dans Silent Hill, afin de permettre d'explorer ces décors d'un genre nouveau, tout en permettant le type d'effet de surprise subtil constitutif du survival horror. Tertio, il sera impératif d'insérer un personnage similaire par l'apparence à Leonardo DiCaprio dans le scénario afin que Julien Chiez puisse enfin écrire en transe des pages entières de panégyrique ému sur la profondeur lancinante des émotions filiales contenues dans ce nouvel opus putatif. Steve! Steve.
Father! 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 Le résultat de ces 3 impératifs corporate donne l'étrange Resident Evil God Veronica sur Sega Dreamcast, version ananique de la série classique osant enfin le mélange des genres en plaçant son action dans un complexe pénis entier. L'évolution est sensible plus qu'une simple approximation technique, la preuve, une arme devient par la force des choses le point d'entrée d'une logique très FPS dans cette série autrefois objective, mécanisme préfigurant au passage le futur de celle-ci sans trop le savoir. Malgré ses avancées audacieuses, le reste demeure fort familier, une poignée de personnages perdus dans des décors mis en scène pour surprendre font le tour d'une structure aux sombres secrets. Tension et ambiance, zombies et manigance, les fondamentaux sont là. L'action, bien que présente, n'est pas une finalité. L'important, les enfants, c'est le frisson. Malgré cette évolution salvatrice, la série revient en arrière le temps de 2 projets GameCube censés meubler leur calendrier des sorties respectifs le temps qu'un 4e opus troublé soit enfin inventé. Certes offert à Nintendo comme autant d'offrandes censées renouer une alliance autrefois extrêmement lucrative, ces titres ne sont jamais qu'une mesure dictée par la nécessité. Pourquoi ? Vous le verrez dans quelques instants. Inutile de préciser que les fans adorent ces 2 dernières tentatives précalculées tirées de leur série chérie. On les comprend, le résultat est vraiment somptueux. Voyez ces décors, ils sont dotés d'une résolution. Préparez-vous à un choc 2 fois supérieur à celle de l'original sur PlayStation. Si ça c'est pas High Definition... Un an plus tard, la proto-formule tridimensionnelle inaugurée lors de God Veronica opère un retour confidentiel par le biais de Resident Evil Outbreak. Futurisant son approche, cette side story sortie sur PlayStation 2 proposait aux quelques propriétaires de l'équipement nécessaire d'affronter une des sempiternelles infections de la série en ligne, et plus précisément en coop. La légende urbaine prétend que l'ensemble était fort plaisant et cela même si maintenant il est tout simplement impossible de s'en rendre compte par soi-même. Notons au passage que cette politique capcomienne de production d'expériences en ligne sur ce format finira par leur offrir la série Monster Hunter. Dire s'il n'était pas inutile de sacrifier quelques titres maudits comme Outbreak sur l'autel de l'obscurité si vous en tirez un succès de cette ampleur. Certains titres sont maudits, c'est ainsi, leur développement nécessite divers prototypes avant d'arriver au hit escompté. La première version de Resident Evil 2, par exemple, fut rejetée alors qu'elle était terminée à moitié. Selon Mikami, cette tentative d'offrir au hit planétaire une suite exemplaire ne faisait tout simplement pas assez peur. Son propos tirait trop vers l'action pure. Le même constat dut être tiré par la même personne quand Hideki Kamiya s'essaya à son tour au dangereux exercice de produire une suite à cette série. Première embûche placée sur le chemin boueux de Resident Evil 4, son concept de titre d'action classieux donna cependant à Capcom l'une de ses licences phares. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, elle s'appelle Devil May Cry. Plus maudit que d'autres, ce 4e opus a ensuite été repensé sous l'égide d'Hiroshi Shibata, un graphiste local devenu plus tard un game designer notoire pour sa participation chez Platinum Games à des titres aussi superfétatoires que Transformers Devastation. Sa version des aventures de Léon, affublée du nom de God Fog, fut exhibée lors du Tokyo Game Show version 2002 et présente quelques indices intrigants concernant son échec éventuel. Situé dans un univers gothique, n'a pas entièrement convaincu les pontes de la compagnie. 2 versions plus tard, toutes 2 basées sur ses débuts incertains, Mikami fut obligé de remettre les mains dans le cambouis pour sauver la série. Résultat, Resident Evil 4, une réinvention magistrale tant par son gameplay nerveux que par sa présentation audacieuse ayant donné à la série son meilleur équilibre entre action et horreur. Remarquez que je tape cette question d'osmose entre ces 2 notions avec une régularité qui devrait vous indiquer dans quelle direction le texte se dirige. Resident Evil 5 est un sujet délicat. Vraiment délicat. Les fans l'adorent, les réseaux sociaux le détestent, sans doute est-ce la faute à une description très réaliste, peut-être même trop, dit-il d'un ton mutin, des conditions politiques d'une Afrique du Sud marquée par un dialogue culturel post-apartheid souvent meurtrier mais surtout noyé dans nos médias par divers rapports alarmants mentionnant l'apparition là-bas de nouvelles souches virales létales d'un virus zombie chinois encore plus dangereux que le Zika ou le dengue. Ou bien peut-être faut-il jeter l'opprobre à cette séquence érotique bien trop posée pour l'époque où un Chris Redfield assez amer fait l'amour de toutes ses forces à un rocher qui ne reste pas de marbre face à ses avances musculaires. Toujours est-il que, pour une raison qui m'échappe, le titre a mauvaise presse. Tout vidéoludiste doté d'un brin d'humour trouvera pourtant dans ces quelques heures placées sous le signe d'un décalque servile du titre précédent une expérimentation fascinante dans le domaine de la coopération.
Rares sont les titres de cette ampleur à oser se construire intégralement autour d'un pareil concept. Le jeu est meilleur à deux, tout simplement. Idée qui doit avoir vibré quelque peu chez son public car il fut pendant longtemps le Resident Evil le plus vendu de tous les temps. Il reste de nos jours le 4e titre le plus populaire de la compagnie, faut le faire. Comme beaucoup de séries dotées de ce type de longévité, le 6e opus se doit d'être réussi si l'édifice est censé survivre aux outrages du temps. Pensez à Dragon Quest ou Final Fantasy. 2 épopées dont le numéro 6 n'a pas sombré dans l'abysse. Pas de chance en ce qui concerne cet épisode des aventures ad pédibus de Resident Evil car Capcom ne peut plus compter sur Mikami depuis 2 opus pour tenter de sauver l'omnibus. Résultat ? Un ratage au gameplay caduc dont le scénario décousu n'aidant rien à justifier un budget gargantuesque. Prenons un exemple. Vous me dites que Léon S. Kennedy, pour peu que ce soit bien lui, doit maintenant se payer des upgrades entre 2 niveaux pour pouvoir tirer sans que le réticule de visée ne vacille aussitôt comme une jeune femme pompette? Peut-être qu'il est temps pour un reboot en fait. Preuve s'il en faut que Capcom ose parfois donner un nouveau départ à ses licences phares, ce Biohazard réinvente l'horreur dans un effort salvateur, laissant loin derrière elle les sempiternels châteaux hantés, décors urbains mondialisés et autres laboratoires désaffectés. C'est en Louisiane que ce 7e titre vous donne rendez-vous avec l'horreur. Un univers certes tout aussi riche en clichés mais qui possède l'avantage d'être rarement exploité de manière vidéoludique. Se perdre dans ces décors à mi-chemin entre Deliverance, Texas Chainsaw Massacre et The Hills Have Eyes reste fort dépaysant, et ça même si vous n'en êtes pas un. Survivre aux folies d'une famille désaxée de redneck rendue presque immortelle par une substance verdâtre gluante, c'est loin des sentiers battus, limite rafraîchissant. Même sa présentation subjective, un petit miracle quand on sait à quel point les Japonais souffrent de motion sickness face à ce type de titre, propose un angle novateur aux effets garantis. Dans l'air du temps, bien entendu. Tout n'est pas à rejeter dans la modernité, surtout quand la formule qui vous est proposée ose piocher dans le meilleur de l'horreur ludique de maintenant pour en tirer un cocktail déstabilisant d'effets terrifiants. Certains avaient cependant pressenti dans sa fin toujours plus balistique l'éventualité d'une errance dans laquelle la série tend à s'embarquer dès qu'elle a été engagée dans le droit chemin par un designer plus malin que la moyenne. Voyez-vous un esprit néfaste rôde sur Resident Evil. Son emprise se fait sentir de manière progressive tandis que d'autres suites sont prévues. Chaque titre, sans faute, tend à donner toujours plus nettement dans la direction d'une action débridée. À remplacer les effets atmosphériques par une série d'éclics, noyer l'horreur psychologique dans divers vulgaires éclats gore, tenter en somme de faire ressembler tout ceci à un certain mode très populaire inséré dans chaque exemplaire de Call of Duty. Devinez lequel. Petit indice, il finit en I. C'est avec cet avertissement en tête que je vous laisse en compagnie de notre reporter de l'Intrépide parti chercher son collègue masqué perdu quelque part dans la paysannerie. Ici, vous l'aurez compris, nous sommes dans le domaine de l'horreur, encore et toujours dans le domaine de l'horreur. Alors il est évident que, au milieu de l'épisode d'habitude, j'essaye de vous poser une question qui est toujours la même. C'est un référendum continu sur ce que c'est le jeu vidéo. Et vu que l'horreur est grosso modo l'incroyable sentiment qui nous relie à l'humanité de la manière la plus viscérale possible, je suis en train de vous poser la question de savoir, mais quel est votre jeu d'horreur favori? Tandis que je suis en train de rechercher dans les archives du passé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce jeu tellement étrange? Mais ça, vous le découvrirez dans quelques instants. Après une petite page de publicité. J'ai retrouvé ton slip. Pendant ces quelques pages, je vous ai causé, ce n'était pas accidentel, de structure, de style et surtout de formule, la manière dont un créateur contrôle son auditoire en lui instillant les automatismes nécessaires à anticiper ses effets, installer une ambiance pour enfin les surprendre, si c'est encore possible. Après tout, autant le répéter, la série aura bientôt 30 ans et durant cet intervalle, elle n'a vraiment proposé que 3 formules distinctes censées servir ses sombres dessins. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que dans les grandes lignes et souvent même d'un point de vue structurel, Resident Evil Village est un décalque plus pastoral de l'épisode précédent. Rien de plus, rien de moins, tout pareil, suffit de comparer. La Louisiane est remplacée par un pays européen générique, c'est plus chic, un brin moins dépaysant, mais l'effet rural s'y trouve aussi. La famille de dégénérés plus ou moins immortels trouve son équivalent dans une collection de monstres divers placés sous l'égide matriarcale d'une sorte de sorcière sans doute centenaire. Telle est la différence principale, votre collection de freaks de l'épisode précédent avait un patriarche vicieux. Celle-ci a une vraie fausse maman, tout aussi cinglée que Jack Baker, d'accord, mais dénuée de la personnalité du fameux lunatique américain. Il avait
son petit côté slasher. Elle sert juste à remplir une fonction centrale dans l'élaboration d'une histoire assez capillotractée, on y reviendra. Je suis d'ailleurs convaincu qu'un rédacteur plus courageux que moi et doté d'une version leakée du scénario qui me fait défaut pourrait aisément constater que la trame du synopsis suit celle du 7e titre avec une servilité fascinante. C'est sans doute idem, kiff kiff bourricot. Peut-être qu'Ethan Winters est mis KO une ou deux fois de plus dans ce titre pour permettre une transition aisée entre deux décors cossus, vous savez, histoire de plonger le joueur dans une situation où il est à nouveau désorienté, mais c'est tout. Faites semblant d'être surpris. Les deux titres sont donc similaires, parfois même au niveau moléculaire. Est-ce forcément une mauvaise chose? Ben, pas vraiment. Les qualités de Resident Evil 7, elles aussi, ont été répliquées dans ce nouveau produit. Vous ne risquez pas d'être perdu, on peut chipoter, trouver le contexte convenu, mais il faut admettre que retomber sur les vieux poncifs des films de la Hammer participe d'une tradition d'horreur gothique pour laquelle une bonne portion de l'humanité possède une prédisposition positive. Les monstres mythiques, c'est chic. Les vieux manoirs, ben c'est classe. Mélanger tout ceci avec le gameplay inventé pour le titre précédent, pourquoi pas? L'ensemble fonctionne fort bien. J'aurais même tendance à penser que les 6 premières heures du titre représentent l'une de mes meilleures expériences dans le domaine. Un mélange parfait d'horreur, d'ambiance et d'action. La fin, ma foi, on verra. Histoire d'ajouter quelques louanges à l'affaire, il me semble nécessaire de souligner à nouveau l'intelligence de cette formule subjective. Vu que l'art de la série réside dans une vieille tradition proche de celle de la prestidigitation, attirer le regard sur un point en particulier pour camoufler autre chose, n'est-il pas logique que concentrer votre vision juste devant vous aide à surprendre? C'est le vieux concept de l'angle mort, cette portion de la vision d'où vient le danger, une menace dont on ne peut sentir l'arrivée. Surtout qu'à mon sens, Resident Evil utilise fort mieux cet artifice que ne le font ses inspirations directe. Outlast est trop porté sur les séquences de course effrénée où un monstre invincible peut vous trucider en pétant dans votre direction générale en laissant s'échapper des vocalisations gutturales. Amnesia et ses clones ont tendance à insister un peu fort sur les puzzles que l'on doit résoudre, tandis qu'autour de vous, maintes horreurs Lovecraftiennes vous invitent dans une cacophonie d'effets sonores à commencer votre free trial pour Audible. Peut-être que j'ai tendance à nier leur qualité ou à simplifier leurs effets. Pour être franc, m'enfuir face au froufrou de Layer of Fear m'ennuie plus que ça ne m'attire. Cette section où se rencontrent les simulateurs de randonnée, c'est pas un oxymore, et les survival horror, ben c'est mort. Surtout qu'en fin de compte, Gone Home était bien plus effrayant par son vide évocatif que la plupart des exemples susmentionnés, si ça c'est pas un commentaire incisif. J'imagine qu'on pourrait aussi mentionner d'un point de vue amélioratif l'aspect technique du titre. Nous en sommes encore au stade de la génération, les nouveautés vendues plein prix sont plus des portages qu'autre chose, mais même dans ces conditions, Village sent plutôt bon. Voyez ces jolis graphismes fluides et propres. 4K 60, c'est ce qu'on demande. J'ai mes réserves quant à l'utilité très relative dans ce titre du Ray Tracing, le frère de Dick, Dick Tracing, mais l'impact de l'effet sur les performances semble négligeable sur Series X. Si j'en crois les spécialistes de ce type d'audit, le tout demeure davantage sur la machine dite d'en face, ou même sur les ordinateurs personnels. En effet, le portage vers le PC semble avoir été réalisé à l'épaule jetée par des ivrognes borgnes portés sur le Bourgogne. Mais en l'état, sur ma machine de combat nucléaire, comment faire taire cette sensation insensée d'enfin pouvoir admirer un titre censément futuriste? Et cela malgré ces quelques textures trading de la Xbox One quand on a le malheur, fameux compositeur, de bargonauder séant dans les hautes herbes. Techniquement, rien à redire. Hâte de voir la version Switch. Avant de verser dans la négativité sur laquelle j'ai construit ce qui me sert de réputation ces dernières décennies, j'ai envie de mentionner le moment parfait contenu dans ce titre. Ceci requiert cependant de tomber du côté des spoilers. Nous allons donc vous laisser le temps d'une longue phrase vide de toute profonde signification pour prendre la décision de nous quitter si d'aventure vous voulez vous plonger dans tout ceci à votre propre mesure. Je vous le conseillerais d'ailleurs, c'est un des rares titres de l'année qui puisse dignement mériter d'être considéré comme un blockbuster. C'est bon? Vous êtes encore parmi nous malgré une certaine défiance envers ces félons qui font l'effort les fans de Fulgur au point? Bien. J'avais mentionné un moment parfait tout à l'heure avant de meubler pendant un petit paragraphe, le voici. Une séquence sans la moindre once de violence susceptible d'obstruer le propos horrifique de la série plus ou moins zombifique. Faudra contextualiser quelque peu. Ici, Ethan et son caméraman font le tour d'une zone plus ou moins roumaine, si je devais jouer les détectives dotés d'une excellente haleine, afin de retrouver sa fille. C'est ça le concept du titre, il est vraiment très profond. Pour rappel, dans Biohazard, l'épisode précédent, il était sur les traces de sa petite amie potentiellement devenue mort-vivante sous l'action vivifiante d'une sorte de liquide vaisselle verdâtre au pouvoir régénératif inouï. Vous aviez aussi tout un couplet sur une gamine nommée Evelyn, mais ma mémoire me fait défaut en ce qui concerne cette portion de l'affaire. Revenons à l'épisode actuel.
Sur le chemin, Ethan devra se défaire de 4 monstres inspirés d'autres produits culturels et découvrir le secret qui se cache dans leurs divers domaines presque impossibles à caser dans une zone géographique si réduite. Vous voyez le cliché, se rendre chez l'ennemi et triompher de lui sur son propre territoire. C'est autant le rappeler à un jeu vidéo. En 2 mots, pas en 3, pas de ça avec moi. Vers le milieu du jeu, une étrange accalmie conceptuelle s'abat sur vous. Perdu dans le cottage luxueux d'une marionnettiste mystique, vous êtes soudain basculé dans un gigantesque puzzle macabre, tandis que la réalité s'étiole autour de vous. L'étrange maison de poupées s'anime pour laisser place aux peurs les plus profondes de votre personnage. C'est un moment de bravoure, vécu sans armes, dont l'impact en termes horrifiques plus ou moins psychologiques transcende les limites de la série pour placer cette séquence plus près d'un niveau d'efficacité autrefois entrevu dans Silent Hill, et d'ailleurs doté d'un emprunt visuel de bon ton à cette série Clock Tower dont on ignore encore vraiment pourquoi Capcom a jugé judicieux de se l'offrir, c'est le compte l'a laissé pourrir. Dur d'en dire plus sans totalement gâcher l'effet, mais dites-vous qu'il existe et représente un sommet subtil pour une série souvent plus intéressée par ses flingues que par son potentiel dans le domaine de l'épouvante pure. Inutile d'aller fort loin pour commencer à critiquer Resident Evil Village. Déjà le titre Resident Evil Village. Nous avons ici une contradiction dans les termes d'une puissance rarement rencontrée dans le domaine publicitaire depuis l'invention d'Alain Chantefort. Si vous êtes résident en ville, vous n'êtes pas dans un village. C'est aussi simple que ça, pas besoin de tergiverser. Passé ce problème de logique pure, d'autres questions demeurent. Elles sont dans l'ordre rythmique, structurel et conceptuel. Commençons par le concept. L'idée de plonger Ethan Winters dans un setting européen inspiré des classiques de la Hammer ne peut rendre personne amer. Mais il comporte le risque de diluer le principe de la série, une suite d'incidents où des armes biologiques créent des contagions plus ou moins zombies dans le domaine d'une bouffonnerie mal avisée au tout fait farine au bon moulin. Car vous ne le saviez pas, mais il existe une sorte de parasite, un de plus différent de l'autre, qui sous certaines conditions peut transformer un villageois parfaitement normal en un lycanthrope amoral. Le processus n'est pas aisé, il nécessite une implantation selon des protocoles stricts réalisé dans des conditions d'asepsie dignes du Moyen-Âge, mais il existe, faut croire. Tout ceci est bien moins élégant qu'une explication génético-culturelle potentielle où un petit hameau perdu dans la brume abrite depuis des temps immémoriaux une étrange tribu d'humains aux traits, lupins, leur race transformée pendant des millénaires par des facteurs évolutifs mystérieux expliquant au passage l'existence de ces vieilles légendes issues des profondeurs du temps, mais non, tout dans cette série doit reposer sur une maladie ou un parasite aux effets vagues. 2 idées fort pratiques pour tout scénariste fatigué, surtout que dans la vallée d'à côté survit une petite tribu de madames, plus ou moins livides, fans de Fleetwood Mac qui m'ont tout l'air d'être des sorcières vampires. Elles aussi résultent d'une improbable expérimentation avec l'équivalent local des Ganados. J'imagine que leurs parasites à elles ont été filtrés une nuit de pleine lune à travers un exemplaire très spécial de Tango in the Night pour arriver au résultat ainsi obtenu, 3 jumelles craspec constituées de mouchettes chouettes. N'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre pour les laisser s'envoler. Sans parler de leur patronne surdimensionnée qui se nomme, de mémoire, Lady Kruger. Elle a de longs ongles d'acier, lance des one-liners, habite votre imaginaire, elle ne peut être qu'une Lady Kruger. Ceci dit, attention, quelque part en contrebas, le même subterfuge appliqué à un loser total donne une sorte de monstre Lovecraftien tendance Dagon nommé Moreau. Ce qui est assez fin, dit-il avec une pointe de sarcasme car il est bien le produit d'une expérimentation digne du fameux roman d'H.G. Wells, mais prend la forme d'une morue. Morue, Moreau, morue, grand moment d'écriture. Chacune de ces motivations sonne comme le journal d'une jeune fille obèse accusée par sa mère de ne pas être en bonne santé malgré toute la littérature healthy at any size ramenée à la maison par sa cadette allergique à la diète mais pourtant fan de diabète. Les réseaux sociaux l'adoreront, ce Moreau, il crache du poison et construit des murs de morph, c'est tout Twitter. Sur un promontoire, vous trouverez plus tard un cottage dont je vous ai déjà parlé où réside une poupée vivante capable d'un niveau exquis de télékinésie ainsi que de certains pouvoirs d'induction mentale. C'est un concept, il semble pas très sérieux mais donne lieu à l'une des meilleures séquences de la série dont qui suis-je pour en dire du mal, surtout que j'en ai déjà dit tant de bien. Faut savoir séparer le bon grain de livret. Passons, quelques kilomètres plus au nord-est réside un mec dont j'ai oublié le nom, joué par un acteur chopé sur Fiverr lancé à toute vitesse et avec beaucoup de ferveur dans une imitation de Nicolas Cage dont le talent particulier réside à avoir été transformé par cet outil génétique en magnéto. Loin de moi l'idée de ridiculiser un concept aussi puissant que le mec a été injecté avec une sorte d'agent génétique capable de transformer les gens en loup-garou, homme-poisson, poupée vivante ou même vampire, ou même le fait qu'il est tombé on sait trop comment sur la rare mutation capable d'utiliser le magnétisme. Mais vous devez bien admettre que c'est léger, limite nonsensique. Je veux dire, c'est une série où on tue des zombies rendus presque plausibles par le pouvoir de la génétique, sorte de prémonition des contagions de maintenant ou de rappel des guerres bactériologiques d'antan.
Si les ennemis peuvent tout d'un coup utiliser les pouvoirs de la force pour faire flotter la ferraille, de quoi sera constitué le prochain opus? Une série de séances où l'on tente d'exorciser quelques voitures célèbres dans lesquelles sont morts des tueurs en série par le pouvoir de la psychokinésie, faut pas déconner, et tout ça, c'est sans parler de la matriarche de cette étrange famille adoptive. J'en ai touché quelques mots un peu plus tôt, mais faut pas hésiter à garder le meilleur, je fais le mouvement guillemets de mes doigts, pour la fin. C'est une sorcière, potentiellement immortelle, je suis pas totalement certain de ce point, qui recèle en elle la force de communiquer avec un champignon subtil nommé le métamucil. Cette connexion lui a d'ailleurs offert le pouvoir de se camoufler en n'importe qui et lancer des boules de feu aussi. J'ai bien dit des boules de feu totalement magiques par le pouvoir du champignon. Quelqu'un a mal lu le mode d'emploi de Super Mario Bros 3, tout ça dans une série aux zombies technologiques. Je le répète. Point incongru qui deviendra crucial par la suite car ce principe fongique explique les capacités régénératives de l'épisode précédent ainsi que celles de celui-ci. Ça, c'était conceptuel, on est à 2 doigts du Monster Mash, ça va dans tous les sens, magie et technologie, champignons et lycanthropie, vampirisme et mythologie, un mutant en vacances, pas le temps qu'on y pense, voyons maintenant l'aspect structurel. Il tourne autour de 2 axes. Le premier est topologique. J'imagine qu'un village peut exister en contrebas d'une montagne dotée d'un manoir victorien, contenir un lac en aval ainsi que son bassin de rétention datant de la révolution industrielle, quelques moulins, un complexe caverneux et même une fabrique soviétique de zombies tendance Hellraiser. Après tout, je suis pas géographe, ni même spirographe. Tout est possible. L'atelier magique. Cela n'enlève rien à l'étrangeté de voir le décor de ce qui aurait autrefois suffi à constituer le prétexte de 4 titres différents réunis dans un seul produit. Resident Evil avec des lycanthropes, pourquoi pas? Un épisode où l'horreur est aussi aquatique, très pratique. Suffit d'ajouter quelques séquences en scaphandre. Un manoir aristocratique où le twist réside dans l'état vampirique d'ennemis que l'on pensait zombies, c'est joli, quoique prévisible. Une fabrique soviétique de morts vivants technologiques réalisée par un bricoleur amateur autrefois d'Umbrella, solide visuel, très Tetsuo, mais mélanger ces 4 concepts dans un seul jeu diminue l'impact de chacun d'eux et donne un aspect très épisodique à l'ensemble, limite picaresque, pour utiliser un descriptif livresque. Il manque un fil conducteur à tout ceci, quelque chose de plus solide que le simple prétexte de devoir sauver votre bébé d'une cabale infâme de monstres transformés par une mère esseulée. Tout ceci est trop léger pour expliquer les variations extrêmes de setting ici proposées. Je soupçonne d'ailleurs l'impact néfaste sur tout ceci d'un groupe de créateurs à qui l'on a demandé de produire des concepts susceptibles de réaliser une suite à Biohazard, mais dont les idées ont été mélangées au mixeur afin d'obtenir un setting hybride lors d'une session brainstorming mal avisée. Il m'est impossible de prouver quoi que ce soit, ceci dit, c'est juste mon intuition féminine. Féminine, tape-t-il du bout de ses mimines, le rythme. Tel est le second axe mentionné auparavant lors de la sortie du titre précédent. Certains avaient prédit, et je l'ai déjà dit, qu'un danger planait à nouveau sur la série, qu'il risquait comme souvent de propulser les opus suivants toujours plus loin dans la logique du first-person shooter. J'étais d'un avis contraire, il me semblait évident que cette fois-ci elle saurait garder ses distances face aux sirènes de l'action intempestive. J'avais tort, un peu comme Nathalie Portman. Ce qui est, autant l'admettre, très rare. L'histoire me donne souvent raison, tant pis. La longue descente de Resident Evil 7 vers les couloirs incertains d'un abattage systématique des quelques types d'ennemis rencontrés durant le reste de l'aventure préfigurait bien le futur, ainsi va la vie. Vu que Village emprunte sa structure au titre précédent, attendez-vous à subir un endgame pénible où le but de l'affaire consiste à mettre en joue des ennemis toujours plus nombreux tandis que toute forme de tension a disparu depuis bien longtemps. Situation rendue d'autant plus risible par une révélation de dernière minute mettant en abîme l'intégralité d'un scénario déjà assez farfelu quand on apprend qu'il repose sur votre femme possédée, autrefois zombie, votre fille réalisée sous surveillance médicale, les pouvoirs mystiques de celle-ci et le remplacement de votre dulcinée, à votre insu, par une sorte de sorcière fongique capable de changer son physique. Résumé ainsi, ça semble assez stupide, mais c'est pas beaucoup plus efficace livré au compte-gouttes pendant 9 heures de jeu riche en revelations. D'ailleurs, vous étiez-vous déjà demandé pourquoi Ethan est aussi solide, ce qui se cache derrière sa capacité à recoller sans sourciller les divers membres qu'on lui mutile au quotidien avec pour tout prophylactique un peu de dreft? Telle est la question philosophique dont vous auriez pu faire votre thèse de doctorat lors de son premier retour à la vie dans l'épisode précédent de la série, sans parler de sa fille. Elle semble pouvoir survivre au fait d'avoir été coupée en 4, rangée dans des jolis petits bocaux jaunes, puis rassemblée vite fait dans une cérémonie occulte. Quand je vous disais que le scénario du titre était nonsensique, j'étais poli, ça m'arrive, parfois. Disons qu'il est cinglé, une partie de moi salue d'ailleurs l'étrangeté d'un titre qui opère à ce stade intégralement sur sa propre logique étrange.
C'est une sorte de monument gore traduit mot à mot d'une vieille légende orale médiévale par un robot défaillant spécialisé dans les langues mortes. Fascinant, d'accord, mais aussi très bizarre. Récapitulons, l'étrangeté mentionnée au paragraphe précédent ne change rien aux qualités du titre. C'est précisément le même jeu que l'épisode précédent, égalé lui-même, pas une virgule n'a bougé, un peu lourd niveau artillerie, génial quand il peut s'en passer. Les objets placés au sol sont toujours aussi casse-pieds à ramasser, tenez-le vous pour dit. Par contre, si vous aviez aimé le 7e opus, il est très probable que celui-ci vous plaise. Mais si vous aviez déjà senti les limites de la formule lors de l'épisode introductif d'Ethan Winters, ne soyez pas surpris si celles-ci sont ici exacerbées par un scénario fantaisiste laissant derrière lui avec joie les codes de la série pour virer dans une logique magique dont les derniers instants semblent vouloir offrir des pouvoirs surnaturels aux protagonistes de l'inévitable 9e itération, ou vous forcer à combattre Carrie. On verra dans quel sens la sauce tournera. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis pas pleinement conquis et si mon verdict devait être verbal, ce n'est pas ça, il serait du domaine de très bon mais pas excellent plutôt que Game of the Year. C'est dire. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que ma note finale en ce qui concerne Resident Evil Village ne peut être que... Petit roulement de tambour. 12 sur 10. Vous l'aurez compris, cet épisode était celui du renouveau de l'horreur vidéoludique japonaise. Il est évident que si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez nous laisser une critique dans les commentaires, vous voulez laisser un commentaire dans les commentaires, vous pouvez aussi nous laisser un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Si vous avez envie d'en voir plus, vous pouvez vous abonner, c'est certain, mais surtout, si vous voulez, vous pouvez dépenser de l'argent, car l'argent est apprécié et qu'on a toujours besoin d'argent. Vous pouvez nous donner 1 €, maximum 3, sur le système de souscription de YouTube, ou peut-être même sur le Patreon, mais... Surtout, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. T'es arrivé à un moment ou à un autre, je vais t'arriver à la fin maintenant. Bon, c'est pas grave, mais c'est toujours pareil que la taxe récupère dans Critique Cruelle. Voilà. Si celle-là, elle est bien, j'ai pas envie de la refaire. Dans le prochain épisode de Critique Cruelle, l'actualité vidéoludique de cette année est tellement famélique qu'afin de donner au style un futur que l'aventure, nous sommes obligés de critiquer un portage nintendien de plus. N'oubliez pas de sortir les mouchoirs car il sera temps de mettre en terre Skyward Sword, le fameux épisode bavard au tutoriel d'1 heure de la série Ilienne. Ilienne, d'accord, mais où sont les Gascons ?